Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La résistance de 1940 à 1943. On ne récupère pas des territoires perdus, avec la langue bien affilée de parlementaires braillards, mais on doit les reconquérir au prix de combats sanglants. L'ennemi mortel, l'ennemi impitoyable du peuple allemand est et reste la France. Hitler Mein Kampf. Pendant que les troupes du Reich, victorieuses, déferlent sur nos routes, en ce soir du 16 juin 1940, nous captons à la TSF la voix chevrotante d'une vieillarde de 84 ans, le maréchal Pétain, français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec nous, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le lendemain, 17 juin à 12h45, le nouveau maître du pays, de la même voix chargée d'émotion, lance sur les ondes. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. À cette annonce, les visages consternés se détendent. Puisque l'armée allemande s'est montrée la plus forte, tout espoir de sursaut militaire est perdu. La seule solution de sagesse est l'arrêt des combats, la fin des morts inutiles. Après, on verra. Tel est le sentiment de la grande majorité des Français. Pourtant, combien notre blessure est profonde lorsque les premières images de l'armistice, signées le 22 juin à Rotonde, nous jettent à la face le triomphe arrogant du Führer et l'humiliation des vaincus. Au fil des mois, force sera de constater la réapparition ou l'accentuation de clivages entre Français, en dépit des discours d'union du nouveau chef d'État. Beaucoup de nos concitoyens ne peuvent supposer que le vieux maréchal, si populaire parmi les poilus de Verdun, puisse trahir son pays en s'alliant à l'ennemi. Ils pensent au contraire qu'il cherchera à le berner. La vieille droite classique, les Laval, Flandin, Tardieu et les Maurassiens trouvent là une revanche sur le Front populaire de 1936 et ses avancées sociales. Quant à l'extrême droite avec Doriot, Déat, Darnan, elle considère le pétainisme comme une première étape vers l'instauration du fascisme. Viscéralement antifascistes, les communistes sont hostiles au gouvernement de Vichy, lequel de son côté fait arrêter et interner les plus actifs. La plupart, très gênés par le pacte conclu en août 1939 entre Staline et Hitler, attendent que cette entente contre nature prenne fin. Fort de ce pacte, quelques-uns tentent d'obtenir de l'occupant des avantages comme la reparution du journal L'Humanité. Les militants socialistes sont eux aussi antifascistes et opposés à Pétain. Les plus avertis suivent avec intérêt la tentative de quelques parlementaires de gauche, Daladier, Mendès France, Jean Zay, Campinchi, partis sur le paquebot Massilia pour mobiliser l'armée d'Afrique aux côtés des Alliés. Les patriotes sans parti reportent leurs espoirs sur un certain général de Gaulle qui, replié à Londres, invite à se rallier à lui tous les Français refusant la capitulation. Face aux partisans et aux adversaires de la collaboration, une large part de l'opinion est attentiste et opportuniste. L'adolescent de 18 ans que je suis n'échappe pas à l'influence de son entourage et éprouve un profond sentiment de désarroi et d'angoisse face à l'avenir. Il aura fallu le drame de juin 40 pour que je mesure l'importance du mot patrie et pour que je comprenne le sens de la pensée de Jaurès dans l'Armée nouvelle. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramènent. Un peu d'internationalisme suppose qu'on puisse garder au fond de soi une part de nationalisme, dont il ne reste plus trace si l'on en a beaucoup. Alors toutes les patries apparaissent belles et égales, aucune ne cherchant à dominer les autres, ce qui est le but des nationalistes et l'inévitable cause de conflit. Ainsi peut-on être à la fois internationaliste et patriote. L'été 40 s'écoule au milieu des soldats allemands, dont l'attitude est dans l'ensemble correcte. Nous éprouvons à la fois répulsion et admiration pour cette armée d'occupation. Répulsion car notre honneur de Français est outragé. Admiration devant sa discipline, sa tenue, sa virilité. Nous ne pouvons nous empêcher de la comparer avec ce que nous avons vu de l'armée française en déroute. Soldats en désordre, fatigués, se traînant sur les chemins, automobiles bourrées d'officiers et de planqués tournant le dos au front. Heureusement, les éléments retardateurs, servant de chars, d'automitrailleuses, de canons, motocyclistes, cavaliers, sauvèrent l'honneur,
Parmi eux s'illustrèrent de jeunes gradés et des soldats à forte proportion de Maghrébins et d'Africains dont le sacrifice m'avait impressionné. À Saint-Aignan-sur-Cher, berceau de ma famille, où je séjourne pendant l'Exode, le lieutenant Bacquart et 13 hommes furent tués en défendant héroïquement l'accès du pont. Vient la rentrée scolaire d'octobre 1940, à l'école normale d'instituteurs de Blois où je suis élève-maître. Conscient de vivre une période historique, nous discutons de la situation et de l'attitude à adopter à l'égard de l'occupant. Aussi nos études sont-elles souvent négligées. Comme l'année précédente, c'est avec mon camarade Joe Berny que je me sens le plus en communion de pensée. Alors que de nombreux Français croient que Pétain joue un double jeu, voire même qu'il est de connivence avec De Gaulle pour rouler les Allemands, nous sommes outrés de l'entendre à la radio déclarer le 30 octobre, après son entrevue avec Hitler à Montoire-sur-le-Loir, « C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression. Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. » C'est alors que l'un de nos camarades normaliens, Pierre-Maurice Dessinges dit Pedro, d'une rare maturité d'esprit bien que l'un des plus jeunes de la promotion, nous fait connaître l'appel du général de Gaulle lancé de Londres le 18 juin. Tout n'est pas perdu. Des Français d'élite affirment que les Allemands ne sont pas invincibles. Pedro repère ceux de ses camarades qui peuvent l'aider, car lui a choisi. Avec quelques amis des auberges de jeunesse, il a constitué le premier groupe de résistance du département baptisé France Liberté. Ce groupe sera plus tard intégré à un mouvement reconnu, le réseau du Musée de l'Homme, rattaché à la France libre, animé par le colonel Houet, l'ethnologue Vildé et Germaine Tillion. Il est en relation avec certains d'entre eux, mais n'en parle pas par mesure de sécurité. Nous définissons ensemble les actions possibles contre l'ennemi. Récupération d'armes et d'explosifs abandonnés par les troupes françaises en retraite, aide aux prisonniers évadés, aux Israélites, aux politiques recherchés par les polices, passage de certains d'entre eux en zone non occupée par franchissement du Cher, lacération d'affiches allemandes et vichistes, distribution de tracts de composition artisanale. Ayant dirigé quelques prisonniers évadés vers mes cousins Marceau Rivon à Noyer et Gilbert Bisson à Celles, ceux-ci leur font traverser la ligne de démarcation. Je regrette aujourd'hui de m'être acquitté trop timidement de ces activités, n'en mesurant pas alors l'importance. L'essentiel de nos loisirs est meublé par des rencontres sportives, des promenades et même des bals clandestins. Le 22 juin 1941, les troupes du Reich envahissent l'Union soviétique. Le Parti communiste, pour qui la situation s'est clarifiée, prend fermement position contre l'occupant et met sur pied deux organisations, le Front national pour la propagande et l'intendance, les francs-tireurs et partisans français, FTPF pour l'action militaire. L'obligation d'œuvrer dans la clandestinité les fera ignorer de la plupart de nos concitoyens pendant encore de longs mois. En août, notre camarade Pedro est arrêté par la police française avec quelques amis et incarcéré à la prison de Blois, d'où il est transféré au Cherche-Midi à Paris. En dépit d'interrogatoires musclés, il garde le silence de sorte qu'aucun d'entre nous n'est inquiété. C'est pour notre groupe de l'école normale la fin de l'aventure France Liberté. Nos camarades des auberges de jeunesse la poursuivront encore quelques mois, mais nous l'ignorons. En fin d'année, la Wehrmacht accumule les succès, conquête en Yougoslavie, Grèce, Ukraine, Tunisie, Libye. L'horizon s'obscurcit. 1942 apporte l'espoir. Les États-Unis déclarent la guerre au Japon et à l'Allemagne après l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 1941. Les Britanniques et les FFL du général Koenig barrent la route du Caire à Rommel. Des journaux clandestins, déjà apparus en 1941, commencent à circuler. Le 1er octobre, les normaliens rejoignent leur poste d'instituteurs débutants. Je suis nommé à l'Ardoise, hameau situé entre Salbris et Pierrefitte-sur-Saudre, dans une petite école à classe unique, non sans avoir comme tout fonctionnaire, certifié par écrit sur l'honneur, n'être ni juif ni franc-maçon. Cet ordre du ministre de l'Instruction publique était l'une des nombreuses mesures antisémites du gouvernement Pétain, que nul ne pouvait ignorer. Le 8 novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord.
Par mesure de rétorsion et de sécurité, les troupes allemandes envahissent la zone sud de la France. Désormais, sur la ligne de démarcation, les postes de contrôle seront moins nombreux et moins sévères et les patrouilles plus espacées. Au début de l'année 1943, la gigantesque bataille de Stalingrad avec la capitulation de von Paulus en février nous confirme que l'Allemagne n'est pas invincible. Nous apprenons par la presse et la radio que des attentats sont commis contre des militaires allemands dans les territoires occupés d'Europe et que des centaines d'otages sont fusillés. Le speaker de Radio Londres, à la voix chaude et émouvante que nous écoutons de plus en plus, exhorte à refuser la collaboration. Des opportunistes ayant jusqu'ici fait allégeance à Pétain sentent le vent tourner et entrent en résistance. Mais où rencontrer ceux qui pourraient nous ouvrir les portes de cette résistance ? En avril et mai 1943, les feuilles de convocation pour le service du travail obligatoire en Allemagne, STO, parviennent aux jeunes classes 41 et 42. C'est, assure-t-on, pour relever des prisonniers de guerre. N'est-ce pas plutôt pour remplacer les ouvriers allemands envoyés sur le front ? Ma décision est prise, je n'irai pas. Dans le département, nous serons 90% dans ce cas, 60% en France. Pour cela, la solution est simple, ne pas répondre à la convocation. Certains d'entre nous vont se cacher dans des fermes et contribuer aux travaux des champs, ce sont les réfractaires, viviers des futurs maquis. D'autres entrent dans des réseaux ou mouvements de résistance, dont les deux plus actifs en Sologne. En ce printemps 1943 sont Adolf Buckmaster, du SOE, et Libération Nord. Par mesure de sécurité, leur recrutement est limité, aussi en ignorons-nous l'existence. Une troisième catégorie cherche à rejoindre l'Afrique du Nord pour s'engager dans les armées de la France libre. C'est à cette dernière que je me rallie, avec 3 de mes camarades, Jean Rilly, Daniel Delot, jeunes instituteurs comme moi, et Michel Coderche. Jean avait réussi à se procurer 2 adresses, l'une à Toulouse, l'autre à Pau, à partir desquelles le passage vers l'Espagne était organisé. Au début de juin 1943, le jour prévu pour la convocation au STO, je ferme ma petite classe et j'inscris avec émotion sur le tableau noir un mot que mes élèves pourront lire le lendemain. Convoqué pour le service du travail obligatoire, je ne suis plus en mesure de continuer ma classe. Au revoir mes enfants, bonne chance. Par mesure de prudence, je ne pouvais rien écrire d'autre. Je passe embrasser ma mère à Chaumont-sur-Tharonne, et lui fais croire que ne voulant pas aller travailler en Allemagne, je pars en zone non occupée pour me planquer. Le surlendemain, comme convenu, je retrouve en garde-Blois 2 de mes copains, Jean et Daniel, mais Michel n'est pas là. Nous prenons chacun un billet pour Toulouse. Dans le train, nous organisons un système de guet afin de ne pas nous faire surprendre car nous n'avons pas de fausses cartes d'identité. Nous passons de wagon en wagon pour échapper aux policiers et aux contrôleurs, allemands et français, en conservant toujours sur eux une voiture d'avance et au premier arrêt nous descendons pour remonter dans un wagon qu'ils ont déjà visité. Nous nous dérobons ainsi à 2 contrôles, dont le premier délicat au passage de la ligne de démarcation à Vierzon. Arrivés à Toulouse, nous nous rendons à l'adresse connue de Jean. Un jeune couple dont nous décelons vite les opinions politiques très à gauche nous explique que leur réseau comporte 2 filières de passage en Espagne, l'une à Lourdes, l'autre à Ney. Nos hôtes nous hébergent 3 ou 4 jours, le temps de prévenir de notre arrivée les passeurs de Lourdes. Dès le feu vert, nous prenons le train pour la cité de Sainte-Bernadette, où nous devons rencontrer sur le quai de la gare un homme tenant un journal roulé dans la main gauche et nous adresser à lui par une phrase code. À Lourdes, l'homme est au rendez-vous. Jean descend du wagon et l'accoste. Ils se parlent. Nous attendons. Jean remonte dans le train. Ne descendons pas, dit-il, la filière est éventée, des patriotes viennent d'être arrêtés, la gare est sous surveillance. L'homme au journal s'éloigne. Il avait réussi à franchir les barrages pour nous prévenir et nous éviter de tomber dans une souricière. Merci, courageux inconnu. Dans le train qui vient de reprendre sa route, bien que déçus par cet échec, nous commentons cette première manifestation de fraternité des membres de la résistance, dont nous mesurons la valeur inestimable. Nous continuons sans incident et descendons à la gare de Coiraz-Ney. Nous avons une adresse apprise par cœur, monsieur et madame Bedbédé, et un mot de passe. Nous frappons à la porte et prononçons le mot magique. Quel accueil chaleureux! Oui, elle est encore là, intense, la fraternité de la résistance.
Le lendemain, un ami des bêtes BD surnommé Bouboule nous prend en charge et nous conduit à flanc de montagne, dans la Grange Thor, proche d'Arthez d'Asson où nous trouvons une douzaine d'illégaux, les uns jeunes comme nous, les autres plus âgés. Ce groupe est affilié au FTP et comprend une majorité de communistes qui ne semblent pas être en attente d'un passage en Afrique du Nord. Parmi eux, 2 anciens des brigades internationales lors de la guerre d'Espagne, un grand sec surnommé Grand Louis, et un Sarrois, allemand donc, la Sarre ayant opté pour son rattachement à l'Allemagne. Parmi les autres, Petit Louis, Jean, Nestor étudiant en médecine, ami de Guy Moquet, Riquet fiancé à la fille d'Henri Michels, Fernand, Bouboule et 2 frères, Marcel et André. L'homme le plus fascinant du groupe est surnommé Maurice, révolutionnaire allemand, écrivain à ses heures, marié à une Hollandaise hébergée à Ney, ex-interné au camp de concentration de Kemna à Wuppertal en Rhénanie pour délit d'opinion, dont la représentation à Moscou de l'une de ses pièces de théâtre. C'est la première fois que l'horreur des camps nous est décrite par un détenu qui souffrit dans sa chair au point d'y perdre un poumon. À l'issue de sa peine en 1935, il avait quitté clandestinement son pays et s'était réfugié en Hollande, Belgique et France. Auguste Lassus, dit Arthur, est un autre personnage de ce groupe. Haut en couleur, chargé de la liaison entre nous et le noyau d'habitants de Ney qui assure notre soutien, il a le don, avec son accent méridional, de maintenir notre morale. 3 jours après notre arrivée, nous avons la surprise de voir débarquer Michel Coderche qui nous avait fait faux bond à Blois. Très vite, je me sens à l'aise parmi nos nouveaux compagnons avec lesquels nous avons de longues discussions. Purs, sincères, désintéressés, outre leur volonté farouche de chasser l'envahisseur nazi, ils refusent de participer à la restauration de régimes qui nous condamnent à une guerre tous les 30 ans. Ils rêvent de la République universelle chère à Henri Barbus, qui empêcherait tout État impérialiste ou nationaliste d'en attaquer un autre. Ils veulent que cesse l'exploitation honteuse de l'homme par l'homme. Ils veulent que les plus pauvres deviennent moins pauvres et les plus riches moins riches. Ils veulent l'égalité entre les races et entre les sexes. Ils veulent que les hommes soient frères sur terre et non au ciel. Ce discours, je l'ai souvent entendu dans ma famille. L'idéal qui l'anime se nomme pour certains le communisme, pour d'autres le socialisme authentique. Et comme au fond de mon cœur je le partage, je m'intègre rapidement au groupe. Parmi mes 3 amis du Loir-et-Cher, l'un d'eux, Jean, sympathise avec ces idées, Daniel un peu, mais Michel, d'une famille anticommuniste, nous avise qu'il ne restera pas dans ce milieu. Nous organisons au mieux notre vie quotidienne. Transférés au PLA accent circonflexe d'Izou, nous construisons des abris contre les intempéries et descendons à tour de rôle dans la plaine chercher du ravitaillement chez les fermiers et les habitants acquis à notre cause. Nous disposons d'un poste de TSF, à Galène, qui nous permet de temps en temps avec difficulté, de capter des émissions de Radio Londres qui conseillent aux jeunes Français de s'organiser en maquis sur le sol national et de porter des coups à l'occupant plutôt que de risquer les camps d'internement en Espagne, car, ajoute le speaker, peut-être pour duper les Allemands, un débarquement ne saurait tarder. Le groupe étant d'accord avec cette analyse, Arthur nous déclare à ce sujet: ceux qui tiennent malgré tout à rejoindre l'Afrique du Nord peuvent être conduits par des passeurs jusqu'à la frontière. De là, ils devront gagner le village espagnol le plus proche où des carabiniers les arrêteront. Ils seront internés au camp de Miranda d'où ils pourront sortir dans quelques mois avec de la chance ou des appuis. Avec mes compagnons de route, nous discutons de cette proposition. Je leur fais part de ma détermination. Je resterai en France, estimant que la radio de Londres et nos nouveaux amis ont raison. Nous serons plus utiles à notre pays en effectuant sur place des sabotages et en nous préparant à faciliter le débarquement des Alliés. Et si ceci arrivait pendant notre détention à Miranda? Mes amis sont d'un avis contraire. Ils ne peuvent se résoudre à abandonner leur rêve d'aventure et préfèrent tenter leur chance auprès de la filière de Pau, dont la boîte aux lettres est un cuisinier de la ville. Je m'efforce de les en dissuader, alors qu'eux-mêmes cherchent à me rallier à leur choix. Si Jean et Daniel sont hésitants, Michel a décidé de quitter les lieux. Un matin, en m'éveillant, je constate avec stupeur que les couches de fougères près de la mienne sont vides. Mes compagnons sont partis discrètement dans la nuit. Peut-être craignaient-ils qu'en me prévenant, je parvienne à ébranler leur résolution, ou que j'alerte les autres ou que, cédant la camaraderie, je me résigne à les suivre contre mon gré,
ou tout simplement ont-ils voulu par amitié respecter ma détermination et ainsi forcer leur propre destin. Or ce destin fut tragique. Quelques mois plus tard, j'apprendrai qu'à leur arrivée à la gare de Pau, ils avaient été pris dans une rafle, emprisonnés au fort d'Ua près de Bordeaux, transférés à Compiègne et déportés chacun dans un camp nazi différent où tous trois laissèrent la vie. Très souvent je me prends à penser à vous, mes infortunés camarades. Pourquoi le sort me désigna-t-il pour vous survivre ? Pourquoi n'ai-je pas été assez persuasif pour vous convaincre de rester à mes côtés ? Pourquoi ai-je eu cette prémonition qu'il ne fallait plus tenter le passage en Espagne ? Pourquoi avez-vous choisi spécialement ce matin-là de juin 1943, où une rafle était organisée à Pau, pour vous jeter dans la gueule du loup et signer ainsi votre arrêt de mort ? Que de fois depuis, je vous ai imaginé séparés, squelettiques, désespérés, regrettant amèrement votre fuite du maquis et enviant ma situation d'homme libre. Désemparé par le départ de mes amis, je me retourne vers mes nouveaux compagnons. Nous sommes 7 ou 8 sur lesquels les anciens exercent une véritable fascination. Chaque jour, nous participons à des séances d'instruction militaire ou à des débats d'ordre politique et à quelques exercices de sport. Nous continuons à nous rendre au ravitaillement dans les fermes de la vallée, le soir venu à tour de rôle, par groupe de 3 ou 4. De nez, nous recevons des livres de bons auteurs, Anatole France, Roger Martin Dugard. L'été 14 me passionne, tels ces passages que nous commentons à plusieurs. Le seul mal est cette exploitation de l'homme par l'homme. Il faut bâtir un monde où cette exploitation ne sera plus possible. Un monde où les richesses qui sont indûment détenues par des organismes parasitaires comme vos grandes industries et vos grandes banques seront remises en circulation pour que toute la communauté humaine en profite. Le besoin de conquête et d'expansion des exploiteurs sont tels que les diverses fractions du capitalisme mondial, au lieu de penser à s'unir pour une vaste domination internationale, en sont amenés à s'entre-déchirer, comme des fils de famille qui se disputent un patrimoine. La guerre qui menace n'a pas d'autre cause profonde. Martin Dugard ajoutait une mise en garde qui nous intriguait, à laquelle notre enthousiasme nous empêchait de croire et qui pourtant, 3/4 de siècle plus tard, se révélera une terrible prophétie. Une révolution accomplie dans l'injustice, dans le mensonge, dans la cruauté, ça ne serait pour l'humanité qu'une fausse réussite. Cette révolution-là, elle porterait dans l'œuf son germe de décomposition. Exalter la violence et la haine pour instaurer le règne de la justice et de la fraternité, c'est un non-sens, c'est trahir dès le départ cette justice et cette fraternité que nous voulons faire régner sur le monde. La vraie révolution ne s'accomplira jamais dans le déni des valeurs morales. Comment en 1939, l'auteur de ces lignes admirables put-il tenir ce propos infamant ? Tout plutôt que la guerre, même Hitler. Nos discussions politiques suscitent entre vieux militants et novices des échanges tantôt calmes, tantôt passionnés. Beaucoup portent sur l'Union soviétique. Les moins avertis en politique comprennent mal la privation de liberté dans ce pays, les purges, l'entente avec Hitler en 1939. Les vieux militants nous expliquent que si l'URSS était une démocratie à l'occidentale, elle serait vite infiltrée d'agents à la solde du capitalisme, lequel achèterait les consciences et remplacerait l'expérience socialiste communautaire par le règne du profit roi, du chacun pour soi, de la liberté d'exploiter son prochain à sa guise. Quant au pacte germano-soviétique, disent-ils, c'est la réponse du berger à la bergère. Par le traité de Munich en 1938, Anglais et Français refusèrent l'alliance soviétique qui aurait permis de sauver la Tchécoslovaquie. Les forces armées de ces 4 nations étaient alors bien supérieures à celles de l'Allemagne. Convaincus par les raisonnements des anciens, nous éprouvons davantage de ressentiment envers notre ex-président du Conseil Daladier et le Premier ministre britannique Chamberlain, signataires des accords de Munich, que contre Staline, et nous sommes intellectuellement prêts à suivre les directives du PCF clandestin et de l'organisation militaire qu'il contrôle, les FTP. Les récits sur la guerre d'Espagne de nos camarades des brigades internationales, et surtout ceux de Maurice sur le nazisme, achèvent de faire taire en nous doutes et hésitations. Marqués par 2 années de détention dont 9 mois au camp de Kemna, notre Allemand devenu apatride nous explique. Si je n'avais pas été un pur germain, j'aurais été éliminé physiquement, comme beaucoup de mes amis juifs. Nos geôliers nous brutalisaient, et nous faisaient travailler à la réparation de ponts dans l'eau glacée, où j'ai contracté la tuberculose. Le fascisme,
dont j'ai tant souffert, basé sur la supériorité et la domination d'une race et d'un seul peuple sur tous les autres, est le plus odieux des régimes, alors que le communisme veut apporter à chaque habitant de la planète une part la plus équitable possible de richesse et de bonheur. Mais on ne peut vaincre le fascisme, phase ultime du capitalisme, qu'en étant plus fort que lui. C'est pourquoi l'armée rouge doit être la meilleure armée du monde, et pour cela, elle doit être parfois épurée de ses éléments douteux. Début juillet, nous quittons le PLA accent circonflexe d'Izou pour des cabanes de bergers abandonnées à Pernacôte au sud du hameau de Pédéoura. Là nous recevons des tracts, de la documentation, des instructions et des feuilles d'engagement dans les FTP. Malheureusement, nous avons très peu d'armes, seulement 2 mitraillettes Sten et 2 pistolets automatiques. Dans le but d'en obtenir d'autres, nos responsables prennent contact avec leurs homologues de l'armée secrète qui, paraît-il, auraient reçu des parachutages. Nous découvrons l'existence de cette formation. Arthur, qui appartient au comité régional FTP, la connaît. Il nous explique la différence entre les deux mouvements. Au plan doctrinal, l'AS, après la libération de la France, veut rétablir un régime semblable à celui d'avant 1940, avec les mêmes injustices sociales. Les FTP souhaitent au contraire un régime nouveau basé sur l'égalité et la fraternité. Politiquement, la direction FTP est surtout constituée de communistes et de progressistes, alors que la direction de l'AS est dominée par des partis de droite et du centre. Au plan militaire, la stratégie de l'AS est d'attendre le débarquement et de se lever en masse dès qu'il sera annoncé. À l'inverse, les FTP veulent agir dès maintenant contre l'occupant, lui saper le moral et l'obliger, pour assurer sa sécurité, à dégarnir les fronts de l'Est et d'Afrique. Nos camarades de l'AS, car ce sont malgré tout nos camarades, veulent se rassembler, stocker des armes et s'instruire militairement en vue du jour J tout en cherchant à passer inaperçus. Pour nous, FTP, nous avons ordre de pratiquer les vieilles méthodes éprouvées de la guérilla. Attaque du faible au fort sur des objectifs à notre pointure, esquive et dispersion immédiate, ce qui implique mobilité, changement continuel de lieu de séjour et fluidité par la limitation à une quinzaine des effectifs de chaque groupe. Ainsi, poursuit Arthur, de mes entretiens avec le lieutenant Jean de Las, il ressort qu'il ne faut pas espérer qu'il nous donne des armes. Sans doute craignent-ils que nous puissions les utiliser après la libération, pour installer un gouvernement communiste en France. En dépit de notre faible puissance de feu, nous cherchons des objectifs. La mine de fer de Ferrières en est un. Nous devons recevoir des plans d'un basque espagnol. Un autre renseignement nous parvient. À Asson, le château de Lupé a été aménagé en centre de repos pour soldats allemands. Nous envisageons de l'attaquer si nous recevons des armes. Je suis désigné pour accompagner Grand Louis à une reconnaissance des lieux. Nous partons à vélo, et nous nous cachons dans les fourrés à proximité de la grille d'enceinte du château. Nous découvrons un poste de garde avec sentinelles sous les armes, et des blessés en uniforme qui vont et viennent devant l'édifice. Soudain, une ribambelle d'enfants jaillit et se répand dans le parc. Nous supposons que les militaires partagent habilement les lieux avec une colonie de vacances. Inutile d'insister. Nous ne pouvons risquer la vie de ces gosses. C'est alors que nous recevons du commandement régional FTP un courrier nous avisant qu'un groupe de policiers français et en civil travaillant au profit de la Gestapo vient de s'installer à Tarbes. Nous sommes désignés pour l'éliminer physiquement. Pour remplir cette mission, nous devons être très mobiles, donc disposer chacun d'un vélo. Nous en possédons 5 ou 6. Les anciens les enfourchent et partent aussitôt. Les jeunes restent avec la consigne de s'en procurer et de rejoindre Tarbes. Chacun a une adresse différente à apprendre par cœur. En ce qui me concerne, je dois retrouver Grand Louis le surlendemain sur le pont de la Dour. Je pars aussitôt par le train pour Pau avec Marcel. Nous nous séparons et cherchons fortune chacun de notre côté. 1 heure après, j'aperçois incidemment mon compagnon sur une machine fonçant en direction de Ney. Et moi rien. Soudain, un soldat allemand arrive devant un café avec un vélo qu'il gare sur le bord du trottoir. Il pénètre dans l'établissement. Mon cœur bat très fort car un soldat allemand s'est armé et moi pas. Tant pis, j'y vais. Au moment de saisir ma proie, son propriétaire sort en allumant une cigarette. Je passe négligemment près de lui, et penaud je m'éclipse au plus vite. À partir de ce moment, j'ai l'impression d'être constamment suivi, aussi je capitule et change de secteur.
Je prends le train et me retrouve à Lourdes. Je m'installe à la terrasse d'un café, commande un demi, chausse mes lunettes noires et observe. L'attente est brève. Voici l'aubaine. Une jeune fille arrive avec sa bicyclette qu'elle gare, à 3 mètres de moi. Elle s'engage dans un couloir. Débarrassée de tout scrupule, je me lève lentement, m'approche de la bicyclette, m'en saisis et me voilà partie, la selle encore toute chaude des fesses de la brune enfant. Pauvre petite, elle va pleurer tout à l'heure. Tant pis, et puis je suis à Lourdes, c'est le ciel qui me l'a servi sur un plateau. Le lendemain, départ pour Tarbes où je dois retrouver Grand-Louis sur le pont de la Dour, rive sud à 11h. J'ai dans mon sac à dos les plans de la mine de Ferrières, que nous devons étudier en groupe. Exact au rendez-vous, venant de la rive nord, je traverse le pont. Mais quelle est cette agitation ? Des policiers lancent des coups de sifflet, des hommes courent. Et cela se passe là où précisément, j'ai rendez-vous avec Grand-Louis. Il me vient d'un sombre pressentiment. Mon ami n'aurait-il pas été victime d'un traquenard ? Je juge plus prudent de faire demi-tour. Un peu au-delà du pont, il faut traverser la voie ferrée. Mais que se passe-t-il là aussi ? Sur la voie, entre les barrières ouvertes, 2 individus en habit civil dont l'un a un aspect insolite que jamais je n'oublierai. Un grand type en culotte de cheval et bottes de cuir coiffé d'un large chapeau, tout droit sorti d'un film de cow-boy. Ce sont vraisemblablement 2 des policiers français qui nous sont signalés. Je me sens soudain bien petit. Tant pis, je continue. Un autre cycliste roule pratiquement à ma hauteur. Je ralentis et passe à sa gauche, les 2 présumés policiers étant à notre droite. Nous arrivons, roulant de front sur la voie ferrée. Halte, crie le cow-boy. L'autre cycliste s'arrête, ayant sûrement la conscience tranquille. J'en profite pour accélérer brutalement. Je me retourne un court instant pour voir le compagnon du cow-boy s'emparer du malheureux cycliste, et entendre le grand diable crier « L'autre ». L'autre c'était moi. Certainement, le vélo de la petite lourdaise n'avait jamais roulé à pareille allure. Avant le départ du maquis, j'avais étudié la carte et appris par cœur l'adresse qu'en cas de problème je devais rallier. Aussi est-ce assez facilement que je me rends, encore tremblant de peur, chez de braves gens qui avaient reçu la consigne d'aiguiller vers une autre habitation ceux qui leur seraient envoyés. Là je retrouve mes amis et notamment Grand-Louis, aussi heureux que moi de nous découvrir sains et saufs. Il m'explique les raisons de notre rendez-vous manqué. Comme la police possède mon signalement, des agents m'ont reconnu au bout du pont et ont voulu m'arrêter. J'ai dû leur tirer dessus pour me dégager. Ils ont donné des coups de sifflet, mais n'ont pas riposté. Pourquoi ? Sans doute espéraient-ils me pister pour que je les conduise à notre planque. Heureusement je connais Tarbes comme ma poche, et je les ai semés. Ouf ! Cette première journée tarbaise s'annonce plutôt mal. Le lendemain, Alain, le responsable régional FTP, nous apporte le signalement des policiers qui sont nos objectifs et nous indique les lieux et horaires où nous pourrons les rencontrer. À nous de voir comment les éliminer. Nous sommes fractionnés par équipe de 2, et recevons un pistolet par équipe. Toujours en tandem avec Marcel, nous repérons notre cible. Après un délicat pistage, nous échouons dans notre mission. Je ne me souviens plus si d'autres ont réussi la leur. Le lendemain, de mauvaises nouvelles nous parviennent. Des arrestations ont été opérées parmi les Tarbais de l'organisation. Nous craignons pour les familles qui nous hébergent. Aussi notre départ est-il décidé pour la nuit suivante. Hélas, il manque 2 ou 3 bécanes pour ceux de nos camarades de Tarbes qui doivent s'enfuir afin d'éviter une probable arrestation. Pour s'en procurer, plusieurs d'entre nous, inconnus des services de police, sont envoyés en ville. Pour ma part, j'entre sous le porche du siège du journal local, vichiste évidemment. 2 vélos sont dans le hall, un très beau et un modeste. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai pris ce dernier. Je l'ai regretté aussitôt et me suis demandé pourquoi ai-je été aussi stupide. Sans doute inconsciemment était-ce une manière de dire « Voyez, c'est par nécessité que je vole ». De retour chez nos hôtes, je découvre dans les sacoches 2 ouvrages de Marcel Proust du côté de chez Swann et à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Je trouve également une plaque d'identité, à l'époque obligatoire sur tout véhicule, au nom de Gabriel Sampé, le célèbre champion de France du 110 mètres haies. La nuit venue, nous quittons Tarbes par de petites routes que nos camarades de la région connaissent parfaitement. Nous roulons en file indienne, tous feux éteints.
Les premiers ont disposé une mitraillette Sten sur leur guidon, prête à faire feu en cas de rencontre ennemie. Notre point de destination est la montagne sud de Ney que nous avons quittée quelques jours auparavant, mais nos chefs ont décidé de faire un crochet par la région de Lourdes pour prélever des explosifs dans un baraquement situé dans une carrière. Parvenus aux abords de la Cité Sainte par une nuit sans lune, notre guide se trompe d'itinéraire et nous avons la surprise de rouler vers minuit, sur l'avenue principale de la ville et de passer toujours en file indienne devant la Commandantour, l'un des seuls bâtiments éclairés. La sentinelle nous regarde sans réagir, certainement persuadée que cette patrouille est autorisée, constituée de miliciens ou autres Français collaborateurs, l'obscurité ne lui permettant pas de remarquer l'état hétéroclite de nos tenues et de nos cycles. Notre guide ayant retrouvé son chemin, nous nous dirigeons vers notre objectif. Après avoir fracturé les portes du local situé à l'entrée de la carrière, nous remplissons quelques sacs d'explosifs, détonateurs, mèches lentes, cordeaux détonnants, dont nous nous répartissons la charge. Notre retour au maquis s'effectue sans encombre. Dans la nuit du 21 au 22 juillet, nous tentons de faire dérailler un train sur la ligne Pau-Tarbes près de Bétarame. Un de ces trains, nous dit-on, transportant du cuivre et du mercure envoyés par Franco à son ami Hitler. Nous plaçons des charges, nos explosifs récupérés à Lourdes, sur les poutrelles d'un petit pont. N'ayant pas de dispositif de mise à feu actionné par le passage du train, nous devons calculer le temps mis par la mèche lente pour se consumer, et le temps mis par le train pour parcourir 300 mètres, afin que l'explosion ait lieu au moment du passage du convoi. Hélas, le calcul fut malheureux car celui-ci poursuivit sa route avant que le ponceau ne s'écroule. L'événement fut malgré tout très commenté dans les environs. Je pus le constater parmi les clients du coiffeur le plus proche chez lequel je fus envoyé le lendemain, pour écouter. Quelques jours plus tard, n'ayant toujours pas reçu un lot d'armes annoncé, nos chefs décident d'enlever à la gendarmerie de Ney un dépôt qu'un gendarme sympathisant nous a signalé. Ce dépôt se composerait de 2 fusils mitrailleurs, de plusieurs mousquetons et de pistolets mitrailleurs de calibre 7,65, sorte de gros pistolets automatiques munis de crosses. Le 23 août au soir, nous nous dirigeons vers Ney scindés en 3 groupes. L'un doit faire diversion en incendiant sous un grand hangar les stocks de fourrage destinés aux troupes d'occupation, le second doit investir la gendarmerie, le troisième est en recueil. Notre plan se déroule comme prévu. Alertés par l'incendie et la sirène, les gendarmes sortent de leur caserne les uns après les autres. Nous les cueillons et les désarmons sans brutalité, récupérant leurs armes, puis nous entrons dans leurs locaux, mais nous ne trouvons pas le stock convoité qui, nous affirment-ils, aurait été récemment évacué. Nous nous préparons à partir, heureux de n'avoir pas fait couler de sang français lorsqu'un grain de sable vient gripper le mécanisme. Plusieurs gendarmes mobiles logés chez l'habitant, dont nous ignorions l'existence, intrigués de ne pas voir leurs collègues de la territoriale et alertés par l'épouse de l'un de ceux-ci, accourent vers la gendarmerie. Nous apercevant, ils comprennent vite et ouvrent le feu. André, qui était placé en sentinelle, est blessé à la cuisse. Notre riposte est immédiate. Le gendarme arrivé le premier s'effondre, mortellement atteint. Les autres battent en retraite, ce qui nous permet de quitter les lieux calmement et au complet. Nous sommes 17, transportant notre blessé et les armes récupérées. Au cours de notre repli, nous nous heurtons à un groupe de gendarmes mobiles qui laissent un autre tué et un blessé sur le terrain. Dès le lendemain, des GMR, groupes mobiles de réserve, sont signalés campant tout autour de la montagne où nous cantonnons. Ils lancent des patrouilles en direction des cabanes de bergers que nous sommes censés occuper. Nous les dissuadons d'insister par quelques coups de mousqueton. Un élément s'engage pourtant en force dans la montagne. Nous décidons de décrocher et remontons vers les sommets, ne laissant aucune trace de notre passage. Ainsi, plusieurs centaines de gendarmes français cherchent à nous capturer pour nous livrer aux nazis, alors que 2 Allemands luttent contre eux à nos côtés. Nos responsables prennent la décision de changer de secteur, au moins pendant un temps. Mais nous avons un autre blessé qui, ayant reçu une balle dans un pied, n'est pas en mesure de se déplacer. Je suis désigné pour le garder. Nous nous installons tous deux dans une réserve à fourrage située dans un pré, à flanc de montagne, à proximité d'un mince cours d'eau, affluent de l'Ouzon, où un médecin viendra le soigner. Ce blessé, c'est le Sarrois, ancien des brigades internationales. Pendant une 12aine de jours, je fais fonction d'infirmier.
de nuit, j'assure le ravitaillement dans un petit restaurant de la région, sans doute au lieu-dit Galibet. De jour, nous ne nous montrons pas car les patrouilles de GMR sont nombreuses. Nous meublons nos journées par l'observation de la route voisine, la lecture et les discussions. J'en apprends plus sur la guerre d'Espagne que de tout ce que j'ai pu lire. Grâce aux 2 ouvrages du champion du 110 mètres haies, je découvre Proust sans toutefois l'apprécier. Comment des jeunes, conscients de vivre une période historique, pourrait-il être enthousiasmé par des dissertations sur des sensations provoquées par des faits aussi insignifiants que goûter une madeleine? Peu à peu, les patrouilles se raréfient. Mon blessé se rétablit. Le jour où il se sent la force d'affronter une marche d'une 20aine de kilomètres, nous partons vers une ferme relais d'où il sera dirigé sur un maquis. À regret nous nous séparons mais ma décision est prise. Je rentre en Loir-et-Cher avec la ferme détermination d'y poursuivre ce genre de lutte clandestine à laquelle j'ai pris goût. La résistance en 1944 et la libération. Je reste pour juger quel bonheur valait que tu périsses. Monterland. De retour en Loir-et-Cher, fin septembre 1943, je me rends à Saint-Aignan-sur-Cher où je retrouve ma famille et surtout ma mère qui a pour toute nouvelle de moi, un article de presse sur l'attaque de la gendarmerie de Ney se terminant ainsi. Tous les terroristes ont été arrêtés. Quel soulagement pour elle de constater qu'il n'en est rien. De mon côté, j'éprouve une peur rétrospective en apprenant que par 2 fois un policier français s'était rendu à son domicile de Chaumont-sur-Tharonne, pendant les vacances scolaires pour l'interroger ou l'arrêter comme mère de terroriste. En effet, après notre action armée contre la gendarmerie de Ney, la police de Vichy avait appréhendé des suspects de la localité. L'un d'eux était notre boîte aux lettres, à qui ma mère envoyait du courrier à mon intention. C'est ainsi que la police eut son adresse. Par bonheur, lors de son premier passage, elle était absente. Son collègue, secrétaire de mairie, M. Rousseau, la fit prévenir de ne pas rejoindre son école avant la rentrée. Quel eût été mon désespoir si elle avait été arrêtée, et peut-être déportée à cause de moi. Au 1er octobre, elle réintégra son poste d'institutrice à Chaumont peu rassurée, mais ne fut plus inquiétée. Fin 1943, je cherche en vain le contact avec la résistance. Le réseau France Liberté, décimé en 1942, n'a pas été reconstitué. Les réseaux Adolphe Buckmaster et Libération Nord, actifs en début d'année, viennent d'être décapités. L'armée secrète ne m'intéresse pas car je la sais attentiste. D'ailleurs existe-t-elle dans le département? Restent les FTP. Par l'intermédiaire d'amis instituteurs, j'entre en relation avec Bizot et Delaunay, responsables de ce mouvement pour la vallée du Cher. Au cours de l'hiver à Saint-Aignan, j'aide aux travaux des champs l'oncle Lucien qui m'héberge. Avec son fils Raoul et des camarades, nous fréquentons les bals clandestins des environs les samedis soirs ou dimanches. En janvier 1944, sous l'impulsion de Marcel Bizot et André Vieuguet, instituteurs à Saint-Georges-sur-Cher, nous créons un groupe FTP, dont je fais partie avec les 2 frères Gaston et Raoul Marida, Marceau Rivon, Anaclet Denis, son fils Géo et quelques autres. Les déboires du réseau Buckmaster nous incitent à la prudence. En raison de mon expérience pyrénéenne, Bizot me demande d'être, sinon le chef du groupe, du moins celui qui prendrait les instructions auprès de lui, les frères Marida étant appelés à d'autres fonctions. Au cours des premiers mois de l'année 44, notre action consiste uniquement à aller chercher des tracts et des journaux clandestins et à les diffuser, à lacérer des affiches allemandes et de la collaboration, à rechercher des armes et à recruter des amis sûrs, Kléber Bisson, Henri Jamet, René Pénicaud, Gilbert Jourdain, Désiré Dubreuil, seront de cela. Nos réunions se tiennent principalement chez Anaclet Denis dit Naclet, et chez le père Marida, dont les habitations se font face, de part et d'autre de la D19. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.